Et voilà, c'est ça. L'histoire était si grotesque, si détaillée, si humiliante, qu'elle en devenait presque crédible. C'était le chef-d'œuvre d'un artiste du mensonge, une fresque de la déveine peinte en quelques secondes pour échapper à une addition salée. Jean-Guy le regarda, un long moment, puis éclata d'un rire franc. Eh bien, Jean-Claude, on peut dire que c'est ton jour de chance. Allons manger chez Bouchard, c'est moins cher et on n'a pas besoin de réserver. Jean-Claude, soulagé mais profondément humilié, ne put qu'acquiescer. Il avait sauvé son portefeuille, mais son personnage, le grand Jean-Claude Convenant, venait de prendre l'eau. Littéralement, partie 2, mardi, manœuvre et malentendus. Chapitre 4. Le baptême du feu de Robin Pascal. Le mardi matin, un nouvel élément perturbateur fit son entrée dans l'écosystème, Robin Pascal. C'était un jeune homme à l'allure nerveuse, vêtu d'un costume légèrement trop grand, venu pour un entretien d'embauche avec Jean-Guy Lecointre. Par une malchance cosmique, il arriva en avance et décida de patienter dans l'espace détente, devenant ainsi la proie involontaire des conseillers en carrière autoproclamée du bureau. Le premier à l'approcher fut Hervé. Flairant l'odeur de la procédure et de la hiérarchie, il se sentit investi d'une mission sacrée. « C'est pour le poste de commercial ?» demanda T. il d'un ton docte. Pascal hocha la tête. « Si je peux vous donner un conseil, continua Hervé, Monsieur Lecointre, il faut savoir comment le prendre. Si vous l'esquivez, vous allez droit dans le mur. C'est un pur scorpion. Ne cherchez jamais à lui tenir tête. Si vous êtes arrogant, il ne vous laissera jamais tranquille. Avec lui, il faut jouer la carte de la soumission, quitte à ne pas faire ce qu'il dit après. Mais jamais de conflit direct. Sinon, il va vous laminer. » Ce conseil était le reflet parfait de la vision du monde d'Hervé. Une structure bureaucratique rigide, inspirée des théories managériales d'Henri Fayol, où la survie dépend de la soumission à l'autorité et de la navigation prudente dans les méandres de la hiérarchie. Hervé s'éclipsa juste avant que Jean-Claude n'arrive, attiré par la présence d'une nouvelle tête comme un requin par une goutte de sang. « C'est pour le poste ?» lança T-il avec la familiarité d'un vieux briscard. Pascal, encore en train de digérer les conseils d'Hervé, acquiesça timidement. « Et si je peux vous donner un conseil, dit Jean-Claude en lui tapant sur l'épaule, parce que moi, je le connais. Il faut jamais chercher à l'esquiver. Toujours le prendre de face. C'est un mec qui adore les rapports de force. S'il vous agresse, vous lui rentrez dedans tout de suite. Exactement. Comme ça, il saura que vous avez du caractère. Et là, il vous respectera. C'était la philosophie du commercial agressif, le credo du gagnant, où chaque interaction est une négociation et chaque relation un combat de coq. Armé de ces deux stratégies diamétralement opposées, Robin Pascal se sentit comme un soldat à qui l'on aurait ordonné de charger et de battre en retraite simultanément. Lorsque Jean-Guy Lecointre vint enfin le chercher, le jeune homme était au bord de la rupture. L'entretien fut un désastre comique. Pascal oscillait sauvagement entre une servilité rampante et des accès d'agressivité déconcertants. « Ah, vous êtes Robin Pascal » dit Jean-Guy en guise de salut. « Vous avez mis un bout de temps à arriver. » Tentant d'appliquer la stratégie de la soumission, Pascal se courba presque en deux. « Mille excuses, monsieur Lecointre. Un imprévu de transport, je suis absolument confus. » Puis, se souvenant du conseil de Jean-Claude, il se redressa brusquement et ajouta d'un ton bravache. « Mais qu'est-ce que vous insinuez sur ce ton? » Jean-Guy, décontenancé, leva un sourcil. « C'est une simple constatation. » Pascal, réalisant son erreur, tenta de fusionner les deux approches en une bouillie verbale incompréhensible. « Ah, mais non, mais... Vous voyez, dans cette bourrade amicale, que ma volonté farouche de collaborer avec le meilleur des. » Il s'arrêta, à court de mots. « Dehors, compléta Jean-Guy, non comme un ordre, mais comme une suggestion. » L'escalier parla. L'échec de Robin Pascal n'était pas seulement le sien. C'était l'échec d'un homme broyé entre les plaques tectoniques de théories managériales contradictoires, une victime du jargon d'entreprise et de la vanité de ses conseillers d'un jour. Il quitta le bureau, laissant derrière lui un directeur perplexe et un espace détente qui venait de revendiquer une nouvelle victime. Chapitre 5. Le Psy-test anonyme. Le mardi après-midi, l'espace détente devint la scène d'une nouvelle intrigue. Maëva et Jeanne, sirotant un thé insipide, découvrirent une feuille de papier abandonnée près du distributeur de gobelets. C'était un questionnaire, manifestement tiré d'un de ces magazines féminins que Maëva lisait avec une fascination morose. Le titre était aguicheur. « Êtes-vous un bon coup? Le test qui révèle tout. » Or, mais ce n'étaient pas les questions qui retinrent leur attention, c'étaient les réponses.
écrites d'une main nerveuse et appliquée. Elles se penchèrent sur le document comme deux augures déchiffrant des entrailles. Question. Où préférez-vous faire l'amour? Réponse cochée. Dans une salle d'archives. C'est sûrement un intello, murmura Maeva. Question. Votre fantasme le plus torride? Réponse. Faire l'amour à une femme qui vous aime et la traiter comme une chienne. Jeanne grimaça. Charmant. Attends, y a pire, dit Maeva. Votre premier geste après l'amour? Une cigarette? Un verre de whisky? Non. Il a coché une bonne choucroute. Un silence s'installa, le temps que l'absurdité de l'image s'imprime dans leur esprit. Une bonne choucroute. Pause coïtale. Mais quel obsédé! Je veux savoir qui c'est, s'exclama Jeanne. L'enquête commença, menée avec la rigueur scientifique d'une conversation de café. Chaque indice fut examiné, chaque piste explorée, mais toutes convergeaient inexorablement vers un seul et unique suspect, Hervé Dumont. « La choucroute! » s'écria Maeva, frappée par une illumination. « Il en a repris 2 fois ce midi à la cantine. Je l'ai vu! » « Et la salle d'archives, » ajouta Jeanne. « Il y passe ses journées à vérifier les factures de l'empèbre. »« Tadio! » Et le fantasme de la cliente en déplacement. Maeva frissonna. « Il part en déplacement avec moi la semaine prochaine. » Dans le nord. Valenciennes, Arras, Tourcoing, le puzzle s'assemblait dans leur esprit avec une logique terrifiante. Chaque réponse, même la plus bizarre, semblait coller au profil du comptable coincé et secrètement pervers qu'elle s'était imaginé. Le fait que le véritable auteur, Jean-Claude, soit un obsédé notoire, dont les fantasmes étaient aussi subtils qu'un klaxon de camion, ne leur effleura même pas l'esprit. Leur biais de confirmation était total. Hervé était le coupable idéal, le monstre caché sous un masque de banalité. Le chapitre se conclut lorsque Hervé, ignorant tout du procès qui venait de se tenir à son insu, aborda Maeva pour discuter des détails de leur voyage. « Maeva? Il faut absolument qu'on se voie pour le périple dans le nord, là, dit-il, son carnet à la main. Maeva le dévisagea comme s'il venait de lui avouer ses intentions les plus viles. « Ouais, ben ton périple, tu le feras sans moi, » lâcha-t-elle avec un dégoût non dissimulé avant de tourner les talons. Hervé resta planté là, abasourdi, tenant son carnet comme une offrande refusée. Il venait d'être condamné pour un crime qu'il n'avait pas commis, sur la base d'une preuve gastronomique. Et il ne le savait même pas. Chapitre 6. La grève à contretemps. En tant que délégué syndical, Hervé Dumont portait le poids de la lutte des classes sur ses frêles épaules. Sa mission, telle qu'il la concevait, était simple, faire chier les directions. C'était son mantra, sa raison d'être. Ce mardi-là, il décida qu'il était temps de passer à l'action. Il convoqua une assemblée générale clandestine dans l'espace détente, dont les seuls participants étaient Jean-Claude qui voulait un café gratuit et Carole qui passait par là. « Camarades, » commença Hervé d'une voix solennelle, « j'organise une grève surprise pour la semaine prochaine. » L'idée fut accueillie avec un enthousiasme modéré. « Oh, c'est bien une grève surprise, » dit Carole. « On pourrait faire ça vendredi, comme ça rallongerait le week-end. » « Ah non, » intervint Jean-Claude. « Vendredi, j'ai posé un jour de récup. »« Alors jeudi, » proposa Hervé, « c'est le jour des expéditions, ça va bien bloquer la direction. »« Pausienda. »« Jeudi, je peux pas, » dit Carole. « J'ai dentiste. » La négociation, digne d'une convention collective, s'enlisa rapidement. Le mercredi fut évoqué. C'était le jour des enfants, ce qui arrangeait certains, mais aussi le jour des commandes, ce qui était stratégiquement parfait pour Hervé. Cependant, Maeva, qui venait de se joindre à la conspiration, opposa son veto. « Mercredi, c'est pas possible, » annonça-t-elle d'un ton sans réplique. « C'est la pleine lune. Il y a plein d'énergie négative. » Le lundi fut alors proposé. L'idée semblait parfaite. Sortant du week-end, tout le monde était fatigué, démoralisé, prêt à en découdre. Mais la Providence, sous les traits de Jean-Guy Lecointre, veillait. Passant la tête par la porte, il lança à Hervé. « Ah, Hervé, je voulais vous voir. J'ai réfléchi à votre histoire de Prime. On en parle tranquillement la semaine prochaine. Disons, lundi, 10 heures. » Hervé était piégé, déjoué par une simple invitation au dialogue. La frustration le submergea. Ses troupes, composées d'un égoïste, d'une hypocondriaque lunaire et d'une femme avec un rendez-vous chez le dentiste, se débandaient. Poussé dans ses retranchements, il eut une idée de génie. Une idée radicale, sacrificielle, digne des grands martyrs du syndicalisme. « Dimanche !» s'écria-t-il, il devant un espace détente désormais vide. « On fera grève dimanche. Tout le petit personnel va venir ici débrayer et ça va vraiment faire chier les directions, croyez-moi. »
Il se parlait à lui-même